qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je suis Stéphanie Desclèbes, entrepreneuse et surtout actrice engagée pour l'enfance. Chaque semaine, je donne la voix à celles et ceux qui nous font réfléchir sur l'enfance et sa place dans notre société, en nous donnant des clés pour mieux comprendre enfants et adolescents et surtout pour les accompagner à devenir des adultes de demain épanouis. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta Les Adultes de demain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrons le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, qui est fondatrice d'École Montessori et spécialiste de l'éducation. Elle anime aussi la chronique Pause éducative diffusée un mardi sur deux sur ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée des classes qui marque aussi le lancement d'une nouvelle saison du podcast. J'espère que votre été a été doux, que vous soyez partis en vacances ou non. Ce retour aux enregistrements m'enthousiasme d'autant plus qu'il débute avec un sujet qui me passionne, le réaménagement de nos villes pour mieux inclure les enfants. J'ai eu la chance d'interviewer un acteur très engagé sur cette question, Tristan Debré, conseiller municipal délégué à la ville des enfants à Lyon. Depuis 2020, la ville de Lyon mène une politique particulièrement dynamique pour repenser la ville à hauteur d'enfants et en faire de véritables acteurs de la cité. Ouverture de nombreuses rues aux enfants, réaménagement des aires de jeu, végétalisation des cours d'école, développement des classes dehors et multiplication des conseils d'enfants avec une grande nouveauté, le conseil municipal des adolescents accompagné par un conseil scientifique composé d'experts parmi lesquels le grand pédagogue Philippe Mérieux. Avec Tristan Debré, nous avons longuement échangé sur ces initiatives et sur les impacts positifs de cette culture de l'enfance sur une ville, non seulement pour les enfants, mais aussi pour l'ensemble des habitants. Je nous souhaite vraiment de voir fleurir des projets comme ceux de Lyon à grande échelle et je suis ravie de vous faire découvrir cette démarche inspirante aux côtés de Tristan Debré. Petite précision, au fil de l'interview, Tristan cite régulièrement le chercheur italien Francesco Tonucci qui a théorisé la ville à hauteur d'enfants dans son ouvrage « La ville des enfants pour une révolution urbaine » que je vous recommande vivement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Tristan. Bonjour Stéphanie. L'inclusion des enfants dans la ville est aujourd'hui un sujet qui passionne de plus en plus les adultes ainsi que les plus jeunes. Le constat est largement partagé. Les enfants vivent de plus en plus à l'intérieur, en grande partie parce que nos villes ne sont tout simplement pas pensées pour eux. Ils doivent constamment être sous la surveillance d'un adulte. Leurs besoins fondamentaux comme celui de jouer librement par exemple sont souvent ignorés faute d'aménagement adapté et ils sont rarement considérés comme de véritables acteurs de l'espace public. Et c'est à partir de ce constat que votre engagement en faveur des droits de l'enfant a pris une forme politique. Élu en 2020 conseiller municipal délégué à la ville des enfants à Lyon, vous avez porté une vision ambitieuse et concrète d'une ville plus inclusive pour les plus jeunes. En 5 ans, de nombreuses initiatives ont vu le jour à Lyon et nous allons y revenir ensemble. Mais avant cela, j'aimerais quand même en savoir un peu plus sur vous, puisque vous vous engagez depuis de nombreuses années pour les droits de l'enfant, que ce soit auprès d'instances internationales ou à une échelle plus locale avec la création de votre association. Comment est né cet engagement fort en faveur de l'enfance ? Alors je dirais qu'il est né assez tôt en fait, puisque j'ai commencé dès l'adolescence déjà à travailler avec des enfants. De mes premières expériences, ça a été d'être animateur d'échecs, puisque le jeu d'échecs est une de mes passions. Elle était encore plus à cette époque, donc j'ai commencé à animer des ateliers d'échecs dans mon collège assez tôt. Et donc je dirais que j'ai toujours été tourné vers la pédagogie, vers la transmission de manière générale, on va dire de manière assez innée, on peut dire. Et ensuite, tout au long de mes études, puisque j'ai fait des études à l'université, dans différentes villes, j'ai toujours continué en parallèle à m'investir dans ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire de manière générale toutes les activités artistiques et culturelles pour les enfants, puisque je suis convaincu de ce que ça leur apporte en termes de développement dans leur confiance en soi, l'estime de soi, l'apprentissage donc de capacités qui sont autres que celles de l'école, mais qui sont pour moi indispensables dans leur construction d'enfants puis d'adolescents. Et au fur et à mesure de mes études et de mes expériences professionnelles, j'ai compris autre chose,
j'ai compris l'importance du droit, à quel point le droit était vraiment essentiel dans n'importe quelle société. Et donc, j'ai commencé à étudier, à m'engager dans les droits de l'enfant, tout en continuant toujours en parallèle, c'est un peu un fil rouge, mes engagements dans l'éducation populaire. Alors, je dirais que par rapport aux droits de l'enfant, il y a quand même eu un tournant vraiment majeur dans mon parcours. C'était au Liban, en 2010, à Beyrouth plus précisément. Je faisais à l'époque des études à l'université Paris 11 en master de diplomatie. Et donc, je faisais un stage au ministère des Affaires sociales à Beyrouth, au Conseil supérieur de l'enfance. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai travaillé sur des projets d'aide aux enfants en situation de rue, d'enfants orphelins, de lutte contre l'analphabétisme. Voilà, c'est beaucoup de projets et vraiment un contexte, un environnement qui m'a vraiment marqué. Et je dirais que c'est vraiment à partir de là, donc il y a une quinzaine d'années, que j'ai compris que je voulais vraiment travailler pour la cause de l'enfance de manière générale. Et les années suivantes, donc en parallèle de mes études ou après mes études, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences donc dans différentes associations, ONG. J'ai également fait un saut, j'ai une petite expérience, on va dire, de quelques mois au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, qui a été, on va dire, peut-être le deuxième tournant qui m'a vraiment confirmé. Ça a été la confirmation que je voulais m'investir dans les droits de l'enfant. Et donc, on va dire que j'ai enchaîné un certain nombre d'expériences professionnelles qui étaient quasiment toutes liées aux questions de l'enfance, on va dire, de manière générale. Et en effet, dans votre travail, vous faites très régulièrement référence à la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été adoptée par les Nations Unies en 1989. Et d'ailleurs, vous avez co-signé une tribune pour les 35 ans de cette convention où vous dressez un constat assez inquiétant en France vis-à-vis des droits de l'enfant qui seraient trop peu respectés. Quel est votre regard à ce sujet ? Alors, par rapport à la Convention internationale des droits de l'enfant, effectivement, ce que j'aimerais rappeler, on ne le rappelle jamais assez, c'est qu'elle a été ratifiée par quasiment tous les États du monde, ce qui est extrêmement rare. Hein, c'est le traité de droit international des droits de l'homme le plus ratifié dans le monde. Donc ça montre que, en tout cas sur le principe, les États accordent une importance majeure aux droits de l'enfant. C'est pas uniquement en France, heureusement, même si la France a été un des premiers à ratifier cette convention. Donc c'est vraiment une convention qui est connue dans le monde entier, pas assez reconnue ou même peut-être méconnue parfois on va dire en France, encore dans d'autres pays, mais en tout cas connue de manière générale par les États, clairement, même si le grand public ne la connaît pas assez, et je pourrais revenir dessus, clairement les États la connaissent, ils l'ont ratifiée, ils se sont engagés formellement à respecter ces droits, et ça, on le répétera jamais assez. Alors, quelques mots sur ce texte. Donc, c'est un texte qui comprend 54 articles au total et qui sont décomposés à travers des grands principes. Alors bon, il y a bien sûr le droit à la santé, le droit à l'éducation notamment, mais il y a aussi d'autres droits comme le droit à la non-discrimination, un principe très important qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. Également, parmi les grands principes, il y a la survie de l'enfant et son développement. Et également, un autre principe qui m'est très cher, notamment dans mon travail d'élu à la ville de Lyon, c'est le droit à la participation. Et donc la Convention, elle énonce tous ces droits que les États s'engagent à respecter, à faire appliquer, mais aussi, et c'est pas forcément connu du grand public, je pense, les États s'engagent aussi à les retranscrire dans leur propre législation. Donc il faut savoir que tous les 5 ans, les États qui ont ratifié la Convention sont convoqués au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, qui va donc vérifier que ces droits ont bien été respectés, qui vont donc notamment se baser sur des rapports d'ONG et associations ou même par exemple de l'UNICEF pour comment dirais-je pour remonter les bretelles, hein, on peut dire ça comme ça, on peut dire ça on va dire de manière un peu familière aux États, donc du coup pour leur rappeler que certains droits n'ont pas été respectés, mais aussi pour les inviter à changer leurs lois, à modifier leurs lois. Et on a souvent tendance à critiquer ou à penser que les organisations internationales, institutions ou même cours de justice n'ont pas d'influence sur les États. Je pense que c'est vraiment, on va dire, simplifier les choses de manière extrême, et je pense que c'est même globalement plutôt faux. Et j'avais un autre exemple en tête qui est assez important. Alors là, on parle plus du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, mais c'est sur un autre sujet très important, c'est l'enfermement d'enfants en rétention. Il faut savoir que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné 11 fois l'État français pour l'enfermement d'enfants en rétention. Et enfin, la loi a changé. Donc, c'était le 26 janvier 2024. Donc, la loi française a interdit cette pratique qui était bien évidemment totalement contraire aux droits de l'enfant. Donc, je suis convaincu de l'influence quand même de certaines institutions internationales et autres organisations sur les lois nationales. Et ensuite, donc simplement pour revenir sur la Convention internationale des droits de l'enfant, je voulais rappeler, donc quand même c'est important à toujours le rappeler, que les enfants, ça va jusqu'à 18 ans.
parce qu'il y a parfois une confusion. Voilà, on me demande souvent lorsque du coup je suis à certains événements aux conférences, par exemple sur les droits de l'enfant en tant qu'élu, ça va jusqu'où un enfant? Ben, un enfant, ça va jusqu'à 18 ans. C'est écrit très clairement dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc il faut le rappeler. Les adolescents sont aussi des enfants. L'enfance, c'est en fait lié, on va dire, au concept juridique de minorité. Ensuite, donc sur la méconnaissance de la Convention internationale des droits de l'enfant, je pense qu'il y a pas mal de raisons. Alors déjà, une raison, selon moi, c'est qu'elle est quand même relativement récente. Alors, certes, elle a 35 ans, mais par rapport à d'autres grands textes de droit international, dont certains ont été ratifiés plus tôt dans les années qui suivent, ou les premières décennies après la Deuxième Guerre mondiale, hein, notamment, la Convention internationale des droits de l'enfant est assez récente. Donc ça peut être une raison. Je pense aussi qu'il y a des freins psychologiques, clairement, dans l'opinion publique. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui croient et qui rappellent constamment que les enfants ont des devoirs, mais j'oublie qu'ils ont aussi des droits. Ils sont sujets de droits. Et je pense que dans l'opinion publique, il y a encore une bataille à mener, puisque c'est pas gagné. Donc il y a encore un gros travail. Et je pense aussi qu'il y a des a priori, de manière générale, par rapport aux droits. Que beaucoup de gens pensent que c'est un domaine très complexe, qui serait réservé à des professionnels et des experts, alors qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne toutes et tous. Donc, il y a des enjeux de sensibiliser, peut-être de vulgariser parfois des textes, par exemple, comme la Convention internationale des droits de l'enfant, et de la faire connaître au grand public, puisque ce texte est malheureusement très peu médiatisé, à part pour le 20 novembre, hein, puisque c'est l'anniversaire de cette convention. En fait, tout au long de l'année, on n'en parle jamais, comme si les droits de l'enfant, c'était seulement le 20 novembre. Et je trouve ça assez triste. Et en effet, vous plaidez pour que les droits de l'enfant deviennent une véritable boussole de nos décisions politiques. Et je crois que c'est ce qui vous a guidé ces dernières années en tant que conseiller municipal délégué à la ville des enfants à Lyon. En quoi a consisté à l'époque, donc on était en 2020, ce projet de la ville des enfants? Alors, 2020, donc c'était la genèse, hein, on va dire, le tout début de cette délégation. Et je dirais que le projet de ville des enfants, en soi, c'était une feuille blanche. Puisque on va dire que je suis parti de rien. Je suis parti d'une feuille blanche et avec mes collègues, bien sûr, on a rédigé ensemble les grandes lignes, la feuille de route, hein, comme on dit, des projets qui vont constituer une ville des enfants globale, totale, donc sur toute la ville et inclusive. Donc c'était une feuille blanche. Et il faut savoir aussi qu'en 2020, c'était la toute première fois qu'une délégation spécifique donc dédiée à la place de l'enfant dans la ville était créée. Donc elle a été créée en juillet 2020 par le maire de Lyon. Je crois qu'il y a une autre ville en France, Rennes, qui a une délégation qui est spécifique à la place de l'enfant dans la ville. Donc c'est quelque chose qui est moderne, c'est un concept qui est vraiment moderne. Et pour résumer les grandes lignes de ce projet, hein, parce que c'est vraiment un projet politique majeur et très transversal, c'est-à-dire qu'il embarque beaucoup d'acteurs différents sur ces questions, puisque je considère qu'on est tous concernés par la question de l'enfant dans la ville, par les questions de l'enfance de manière générale, hein. Qu'on ait des enfants ou pas, qu'on travaille avec les enfants ou pas, on est tous concernés. Et donc ce projet de ville des enfants, il vise donc d'une part à considérer les réaménagements de la ville à hauteur d'enfants, c'est-à-dire en prenant en compte avant tout les besoins spécifiques des enfants, qui sont plus les nôtres adultes, mais qui sont toujours ceux de milliers, de dizaines de milliers d'êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Donc réaménager la ville en prenant en compte les besoins des enfants. Et l'autre grand pan de cette délégation, l'autre axe majeur, c'est rendre les enfants acteurs de la ville. Ça veut dire comment est-ce qu'on va leur permettre de participer concrètement à la vie de la cité. Et là, on en revient une fois de plus à la Convention internationale des droits de l'enfant avec l'article 12 sur la participation. Pourquoi justement est-ce que vous pensez que les villes ont un rôle majeur à jouer dans cette vision de mieux inclure les enfants dans la société? Donc déjà, je rappellerai juste peut-être brièvement que quand même pour défendre, on va dire, les villes, hein, pour relativiser un petit peu le pouvoir des villes, c'est que les villes n'ont pas des compétences énormes et ni même des budgets ni des moyens qui sont ceux de l'État, par exemple. Voilà, mais bien sûr, ça reste assez limité, mais toutefois, elles ont quand même des leviers, des moyens, des budgets et des compétences surtout qui sont tout à fait existantes et suffisantes pour changer les choses. Alors, elles peuvent pas changer les lois, évidemment, les villes ont un autre rôle. Par contre, et c'est là où ça devient intéressant, elles ont vraiment des leviers pour améliorer très concrètement, on va dire, la vie quotidienne. Voilà, c'est très concret. C'est par exemple des travaux de rénovation des écoles pour que les enfants puissent étudier dans de bonne qualité, toutes les questions de mobilité. Alors c'est les villes et parfois d'autres collectivités, d'autres institutions. Par exemple à Lyon, il y a un partenariat très fort entre la ville et la métropole.
puisque sur les travaux de voirie, c'est la métropole qui est compétente. Donc, il y a aussi vraiment une synergie à trouver entre les différents acteurs, mais les villes ont beaucoup de moyens quand même de changer les choses. Donc, elles ont aussi un rôle à jouer, je pense, et ça, on n'en parle pas assez, et j'espère que ça va venir de plus en plus sur la table pour les prochains mandats d'adultes, on va dire. C'est aussi le rôle des villes d'inciter et d'encourager des acteurs privés à s'emparer de ces questions. Par exemple, et Francesco Tonucci en parlait déjà dans son livre, La ville des enfants, pour une révolution ou une évolution urbaine. Par exemple, inciter les acteurs privés, les cafés, les restaurants, les hôtels, à aménager des espaces pour les enfants. Puisque même si on fait des choses dans l'espace public, dans les écoles, dans les aires de jeu, les espaces que les enfants fréquentent, il y a une ville inclusive, c'est une ville où, dans les lieux privés, eh bien, les enfants sont aussi les bienvenus. Et ça, il faut le faire, bien sûr, assez urgemment, je pense, puisqu'il y a le phénomène que vous connaissez bien, je crois, Stéphanie, qui est celui des no-kid zones qui se développent. Et malheureusement, pendant qu'on se bat pour une société inclusive, eh ben, il y en a d'autres qui développent ce type de lieux qui sont discriminants et excluants et qui sont évidemment contraires à la Convention internationale des droits de l'enfant. Et c'est assez inquiétant. Bien sûr. Et en effet, en parallèle, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de villes, heureusement, qui prennent ce sujet de l'inclusivité des enfants dans la société comme une des priorités locales. On compte aujourd'hui, il me semble, plus de 300 collectivités en France qui ont aujourd'hui le label Ville Amie des enfants avec l'UNICEF. Lyon en fait évidemment partie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce label? Qu'est-ce que cela implique concrètement dans le quotidien des enfants, des familles, et en quoi Lyon a été même un peu plus loin que ce que requiert ce label. Oui, tout à fait. Alors le titre Ville Amie des enfants, effectivement, c'est un label qui existe déjà depuis un certain temps. Alors on parle plutôt de titre en fait à Lyon. D'ailleurs, c'est l'UNICEF qui nous avait repris en disant que c'était plus qu'un label, c'est même un titre en quelque sorte, même si c'est bien sûr pas un aboutissement, c'est plutôt à mon sens un encouragement. Alors à Lyon, bien sûr, comme certainement beaucoup de villes en France, on est très fiers d'avoir obtenu ce titre. Donc en 2021, donc la ville de Lyon l'avait déjà obtenu sur les précédents mandats. La différence, c'est que c'est effectivement un titre désormais plus qu'un label. Et donc encore une fois, c'est l'UNICEF qui nous l'a bien expliqué, parce que cette fois, l'UNICEF est beaucoup plus rigoureux et ils ont tout à fait raison. Il y a un vrai plan détaillé, un plan d'action détaillé et des actions concrètes donc que les villes s'engagent à respecter et à faire appliquer dès le début du mandat. Donc au service des droits de l'enfant, bien sûr. Donc il faut savoir qu'on rencontre régulièrement les équipes de l'UNICEF, donc à la fois pour faire des points d'étape sur nos avancées, donc sur le respect de nos engagements, mais aussi bien sûr sur le chemin qui reste à parcourir. Et on rencontre aussi des représentants d'autres villes amies des enfants. Donc c'est vraiment un réseau, c'est un vrai réseau maintenant, donc le réseau de villes amies des enfants, où on rencontre d'autres villes, d'autres représentants, des élus, et bien sûr les responsables de l'UNICEF, que ça soit au niveau local, mais aussi au niveau national. On participe et on organise parfois un certain nombre d'événements du coup avec l'UNICEF, notamment bien sûr chaque année on organise l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc c'est un partenariat qui est vraiment important pour la ville de Lyon et concrètement donc on s'est engagé à respecter plusieurs engagements, à respecter plusieurs grandes actions. Du coup, notamment lutter contre la pollution de l'air aux abords des lieux éducatifs fréquentés par des jeunes et des enfants. Donc ça c'est respecté, notamment appliqué grâce aux rues des enfants. On s'était engagé dès le début aussi à faire vivre des espaces formels et informels de consultation et d'expression pour les enfants. Donc ça, on l'a concrétisé à travers les conseils d'arrondissement d'enfants et je pourrais vous en parler après si vous le souhaitez, bien sûr, le premier conseil municipal des adolescents qu'on a lancé au mois de juin dernier. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important et ça nous permet aussi, en étant dans ce réseau, de pouvoir constater ce qui se fait par ailleurs, de pouvoir s'inspirer de bonnes pratiques, d'autres idées qui peuvent être lancées, menées par d'autres villes. On a fait beaucoup plus, bien sûr, que les projets qui sont dans ce plan d'action, qui sont inscrits au plan d'action, comme par exemple les cours nature, la pédagogie de plein air, la rénovation des aires de jeu, avec des matériaux plus respectueux de l'environnement, la concertation systématique des enfants, etc. Et on est aussi allé plus loin, et ça c'est important aussi à savoir, que ce plan d'action, grâce à la transversalité, puisque comme je l'évoquais, la ville des enfants, donc c'est d'une part donc des projets, mais c'est aussi et surtout un état d'esprit, on peut dire qu'on diffuse à travers tous les services de la ville, à travers les arrondissements, à travers les partenariats, à travers les rencontres avec les autres partenaires, avec les associations, à travers donc du coup un travail mené en lien avec tous les élus dans tous les arrondissements, en tout cas beaucoup d'élus différents, et même des élus d'autres bords, qui sont tous, je pense,
convaincu par ces questions de droits de l'enfant. Et ça, c'est aussi important à savoir que ce sont des questions qui, globalement, fédèrent quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de personnes différentes. Tout à fait. Et ça, en effet, cette force d'être assez transdisciplinaire. Donc, je suppose que c'est un travail au quotidien qui est passionnant. J'aimerais en revenir à cette année en 2020, donc à cette feuille blanche dont vous parliez précédemment. Quelles étaient, selon vous, les principales limites dans la manière dont nous concevions les villes, les aménagements urbains vis-à-vis des enfants? Quelles étaient, selon vous, les priorités face à ces limites? Oui, tout à fait. Alors justement, c'est vrai que c'est intéressant quand on parle des limites à ces aménagements, en fait, à cette transformation, même à cette petite révolution, hein, comme le dit un peu avec un clin d'œil, on va dire, Francesco Tonucci, hein, parce que c'est le nom de son livre. Et il l'a appelé pour une révolution urbaine, en mettant le R entre parenthèses. C'est assez rigolo. Du coup, il faut effectivement revenir au tout début du mandat pour voir les limites, puisque selon moi, clairement, la principale limite, et d'ailleurs je peux même vous raconter une petite anecdote assez rigolote, la principale limite quand on mène des projets qui sont vraiment modernes, on va dire, qui sont nouveaux, qui changent clairement, mais de manière importante, le quotidien des gens, ce sont les mentalités, ce sont les freins psychologiques. La principale limite, c'est la peur du changement, la crainte que justement, je peux vous donner un exemple très concret, hein, la crainte justement qu'on perde du temps avec les aménagements urbains, les aménagements de voirie, que finalement il y ait que des inconvénients et on voit pas forcément tout de suite les avantages. Ça c'est très humain, je le comprends parfaitement. Et alors c'est vrai que j'ai en tête une anecdote. Donc c'était il y a quelques années, c'était au début du mandat, ça devait être la deuxième année de mandat. On avait créé une rue des enfants, donc on avait aménagé tout un trottoir très large, donc on avait supprimé quelques places de stationnement automobile pour les remplacer par des arbres, par des plantes basses qu'on avait plantées. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un super moment avec des élèves de CP de l'école, avec 3 classes de CP, et on avait planté donc les strates basses avec eux, et donc on avait vraiment végétalisé, donc on avait fait de cet endroit un lieu convivial, plus frais également, alors que c'était jusqu'à présent un trottoir très étroit, avec les voitures qui passaient d'ailleurs très vite juste à côté, donc c'était un endroit qui était dangereux. On en a fait un endroit clairement plus accueillant, plus chaleureux. Les enfants, du coup, peuvent terminer parfois les derniers pas jusqu'à l'école tout seul, hein, sans les parents. Ça développe aussi l'autonomie, en tout cas ça la favorise. Et donc on avait fait ces aménagements, on en était globalement contents, bien sûr, avec mes collègues élus, et puis avec bien sûr les agents des services, on était plutôt contents de ce qu'on avait réalisé. Et donc j'étais dans une réunion dans cette école, donc peu de temps après la fin des aménagements. On avait d'ailleurs concerté bien sûr les familles, les enseignants, etc. Et donc peu de temps après la fin de ces aménagements, on a eu cette réunion, et lors de la réunion, un parent du coup m'a interpellé en me disant que c'était nul ce qu'on avait fait, que du coup il perdait beaucoup de temps le matin, que son mari devait emmener, donc c'était une maman, hein, elle me disait que son mari devait emmener leur enfant à l'école en voiture, et que du coup il perdait du temps, que c'était compliqué désormais pour se garer devant l'école en double file, etc. Bon voilà, bref. En gros, j'étais assez surpris, mais les quelques parents qui étaient là n'étaient pas contents, et la raison principale, c'était qu'il n'y avait plus de place pour déposer les enfants en voiture. Et là où c'est intéressant, donc bon, bien sûr, j'ai défendu nos arguments, et j'ai expliqué que j'étais quand même un peu surpris parce que, moi de mon point de vue, et je suis aussi papa, et j'emmène mes enfants à pied à l'école, voilà, je le précise. Eh bien, j'étais quand même un peu surpris par ces réactions. Eh bien, du coup, ce qui est intéressant, c'est que quelques mois plus tard, en passant près de cette école à pied, eh bien, j'ai vu cette maman sur le trottoir d'en face, et j'ai vu qu'elle m'avait vu, et elle a traversé la route sur le passage piéton, bien sûr, et elle m'a rejoint. Et là, c'était vraiment super émouvant, j'ai envie de dire. Je suis toujours quelque chose, voilà, ça fait quelque chose quand j'y repense, parce que j'ai eu un peu peur, en fait. Je me suis dit, oh là là, le mot quand me tomber dessus. Et ben, pas du tout. Elle m'a dit, bonjour monsieur, écoutez, je suis désolé pour l'autre fois. En fait, on a remarqué que c'est super. En fait, ce que vous avez fait, c'est vraiment super. Mon mari, finalement, tous les matins, emmène notre enfant à pied à l'école. Ça lui prend 10 minutes pour l'emmener à l'école et retourner à la maison, prendre sa voiture, parce qu'il a effectivement vraiment besoin de sa voiture. C'était le cas parfois, hein. Il y a des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, ce qui n'est pas toujours le cas, certains peuvent s'en passer, mais ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, ce monsieur en avait besoin. Mais du coup, donc ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'il marchait donc le matin avec son fils pour l'emmener à l'école, et en fait, elle m'a expliqué que c'était un super moment. Il prenait le temps
ils étaient tranquilles, ils n'étaient pas stressés à devoir descendre de la voiture en 30 secondes parce qu'il y a des voitures qui klaxonnent derrière et toutes ces choses-là. Et surtout, ils passaient du temps entre eux, entre le papa et son fils. Et le garçon était content, il croisait les copains et les copines sur le chemin de l'école. C'était devenu un moment sympa et pas stressant. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai vraiment, c'est une anecdote qui m'a marqué parce qu'elle est vraiment, elle symbolise ça, elle symbolise le passage d'un moment un petit peu difficile où il faut convaincre et les gens sont pas forcément convaincus. Ils ont des craintes, ce qui est tout à fait normal de ce que ça va changer pour eux. Et en fait, par la force des choses, eh bien, les habitudes changent et on n'arrive que sur du positif et les gens finalement sont contents. Les rues des enfants, ce sont des projets qui clairement font énormément d'heureux. Et pas que les enfants et les parents. D'ailleurs, on pourrait y revenir si vous le souhaitez un peu plus tard. Oui, puisque justement, vous dites qu'une ville pensée à hauteur d'enfant bénéficie pas uniquement aux familles, aux enfants, aux personnes, aux parents qui ont des enfants, mais à l'ensemble des habitants. Pourquoi ? Tout à fait. Eh ben, pour beaucoup de raisons. Alors, une des raisons, c'est que concrètement, les aménagements dont je parle, hein, donc l'élargissement des trottoirs, le fait de végétaliser donc autour des écoles et des crèches, mais pas que. Donc tous ces aménagements, que ce soit en termes de plantation, de végétalisation, ou en termes de transformation de la voirie, bien sûr vont bénéficier aux habitants, puisque même si les enfants sont beaucoup devant leur école, en tout cas ils y passent tous les jours, eh bien ça reste l'espace public. Donc tout le monde en profite. Tout le monde profite des trottoirs plus larges, du fait qu'il y ait moins de voitures, bien évidemment, qu'il y ait aussi, on va dire, des aménagements pour favoriser les modes doux de manière générale. Donc on lutte contre la pollution, on réduit la place de la voiture en ville, c'est absolument indispensable. Et alors du coup les parents, les habitants, pardon, tous les habitants en profitent aussi d'une autre manière. Et j'ai une autre anecdote à vous raconter qui est très sympa. Donc par rapport à nos projets de ville à hauteur d'enfant. Donc parmi les projets de rue des enfants, il y a un autre projet qui vise à embellir encore plus ces rues, mais aussi à rendre visibles les écoles dans l'espace public et à rendre les enfants fiers de leur école. Ce sont des projets de fresques. Du coup, dans les rues des enfants, on a réalisé devant une trentaine d'écoles des fresques. Donc, ce sont les enfants, précisément, lors de résidences artistiques avec des artistes professionnels qui préparent donc la réalisation de l'œuvre. Et ensuite, avec les artistes, ils vont réaliser le geste artistique dans la rue, soit sur le portail de l'école, soit sur le mur, soit sur le sol, parfois même en jouant, en dessinant, donc c'est aussi sur le mobilier urbain. Et donc, ils vont réaliser ce geste artistique et ces œuvres dans l'espace public et tout le monde en bénéficie. Et là, j'ai donc du coup une petite anecdote. J'étais allé sur le chantier d'une fresque devant une école de Lyon il y a quelques années. Et donc, j'étais allé rencontrer l'artiste, voir les enfants qui étaient en train de peindre sur le sol et sur le portail. Et une dame est venue me voir. Elle est venue discuter avec moi et elle m'a dit, je m'en souviens, pareil, comme si c'était hier, c'est des événements qui marquent et qui rendent fiers de ce qu'on fait et surtout qui encouragent à continuer, hein, puisqu'il faut jamais se reposer sur ses lauriers. De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est que la première marche, hein, on va dire, hein, de la ville des enfants. Il y aura encore beaucoup à faire pour mes prochains successeurs. Et bien, cette dame m'a remercié. Elle m'a dit merci, c'est super. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de petits-enfants, mais simplement, je passe là tous les jours et vous avez mis des couleurs dans le quartier et tout le monde est content. Merci, parce que même ceux qui n'ont pas d'enfants sont contents. Et voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre que ce qu'on fait pour les enfants, tout le monde en bénéficie. Et là, encore une fois, j'invente rien. C'est bien sûr Francesco Tonucci qui l'avait théorisé. Et nous, on fait qu'appliquer sa théorie et on se rend compte que les effets sont absolument bénéfiques pour tout le monde. Bien sûr. Et en effet, depuis 2020, hein, vous avez mis en place de nombreux chantiers. Vous en avez cité quelques-uns, mais je me permets de tous, en tout cas, de lister les plus importants, ceux qui ont le plus d'ampleur, puisque dans votre feuille de route, hein, il était inscrit la construction d'une ville inclusive et accessible pour l'épanouissement de tous les enfants et de ses habitants. Et donc, en effet, vous avez parlé des rues aux enfants, la création de conseils d'arrondissement d'enfants, de réaménagement des aires de jeu, etc. Est-ce qu'il y a un projet dont vous êtes particulièrement fier ou du moins vous avez pu voir un impact particulièrement important dans le quotidien des enfants et de tous les adultes? Alors, effectivement, je pense que j'aurais pas la même réponse aux deux questions en fait. C'est-à-dire que c'est pas, je pense que le projet dont je suis plus fier, mais vraiment à titre personnel, c'est pas forcément celui qui a généré le plus d'impact. Mais ça, c'est vraiment très personnel, hein, ça vient peut-être de mon parcours, de ma sensibilité. Alors, je répondrai en 3 temps à cette question. Déjà, je dirais que, bon, de manière générale, et là, on en revient à l'esprit, on va dire, global
Vraiment, ça c'est indispensable à garder ça en tête, hein, et je pense notamment à toutes les personnes, les élus, les décideurs qui vont s'impliquer sur ces questions dans les prochaines années, peut-être les prochaines décennies. Il faut toujours garder une vision globale, vraiment, de l'enfant, de l'enfance déjà, bien sûr, de manière générale, mais aussi de la place de l'enfant dans la ville. Et ce dont je suis très fier, c'est vraiment d'avoir participé à, à promouvoir, en fait, en quelque sorte, une culture globale de la participation des enfants et de la place de l'enfant dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a les grands projets que je mène moi, bien sûr, que je pilote en tant qu'élu, que d'autres collègues de mon équipe pilotent, mais il y a plein de projets, il y a les rues des enfants, les conseils d'enfants, les aires de jeu, mais aussi les cours nature, la pédagogie plein air. Voilà, il y a énormément de projets qui sont très concrets et qui participent donc d'améliorer la place de l'enfant dans la ville. Mais ce dont je suis très fier, c'est vraiment que cet état d'esprit, vraiment cette vigilance, on va dire, à l'égard des enfants, soit diffusée. Elle a clairement été diffusée petit à petit au fur et à mesure des 5 années de mandat, donc dans les services, dans les arrondissements, voilà, comme je le disais tout à l'heure, auprès de différents acteurs, des partenaires, des associations, plein de personnes qu'on a pu rencontrer à multiples reprises, et donc auprès de mes collègues, bien sûr, et comme je le disais, auprès d'élus de tous bords politiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très rassurant. Et après, donc pour répondre plus concrètement à votre question, donc le projet dont je suis le plus fier, moi, c'est plutôt, voilà, à titre personnel, les conseils d'enfants. C'est le fait d'avoir créé 6 conseils d'arrondissement d'enfants, puisqu'il y en a un qui existait déjà dans le premier arrondissement, du coup, quand on est arrivé aux responsabilités en 2020, qui avait été mis en place par l'ancienne maire du premier arrondissement en 2014. Et donc, on a créé 6 nouveaux conseils d'arrondissement d'enfants en 2020. Et ensuite, on a créé le premier conseil municipal des adolescents. Donc, ce dont je suis assez fier, c'est qu'on a aussi réussi à élargir la tranche d'âge concernée. C'est-à-dire, les conseils d'arrondissement d'enfants concernent les enfants de 8-10 ans, grosso modo, donc les CM1, CM2. Alors que le conseil municipal des adolescents, et ça c'est un peu un angle mort d'ailleurs des politiques publiques des villes, puisque ce ne sont pas leurs compétences, eh bien le conseil municipal des adolescents concerne désormais donc les 11-14 ans. Donc on a réussi à élargir, on va dire, voilà, les tranches d'âge pour les enfants. C'est vraiment, enfin, je dirais même un grand pas au niveau démocratique, puisque désormais il y a des enfants élus et des adolescents élus, mais ce sont encore des enfants, comme je disais tout à l'heure, donc de 8 à 14 ans finalement. Et donc, ce dont je suis fier, c'est que vraiment ces conseils d'arrondissement d'enfants ont un impact concret. Ils ont vraiment un impact concret. Les enfants ont leur propre budget, ils mènent leurs projets, leurs actions. Ils ont réalisé une 40aine de projets au total depuis 2020. Il y a eu plus de 500 enfants élus. C'est quelque chose qui est hyper concret. C'est-à-dire que les enfants donc, vont avoir leurs idées, ils vont faire leurs propositions, mais on va pas simplement leur dire « oui, c'est bien, tu as de bonnes idées ». On va pas simplement s'inspirer de leurs idées, même si ça serait déjà pas mal. On va faire beaucoup plus que ça. On va leur donner les moyens du pouvoir d'agir et un budget. Ça, c'est très important aussi. Et je parle encore une fois peut-être pour d'éventuels successeurs. Il faut bien, on dit que c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf des politiques publiques aussi, de n'importe quel projet. Il faut aussi avoir des sous. Et bien, les enfants ont leur propre budget, qui est bien sûr géré par les adultes, mais en tout cas, ils savent globalement ce qu'ils peuvent faire avec ce budget. Et ils vont mener des actions concrètes. Alors, je suis aussi très fier parce que c'est aussi un outil de mixité sociale. Ça, c'est important à savoir. Dans les conseils d'arrondissement d'enfants, il y a vraiment des enfants de tous les quartiers, de toutes les écoles, en tout cas toutes celles qui le souhaitent, elles sont toutes invitées à y participer, des enfants de tous les milieux sociaux. C'est quelque chose d'extraordinaire, les enfants se rencontrent, ils sont d'écoles différentes, de quartiers différents, et en fait ils vont faire connaissance avec d'autres enfants, ils vont débattre, ils vont argumenter, ils vont apprendre aussi, même parfois la frustration, puisqu'ils vont apprendre que leurs idées ne sont pas toujours celles qui finalement convaincre les autres, et c'est pas celles qui aboutissent à un projet, c'est peut-être celles d'un autre enfant. Ils vont aussi développer leur créativité, etc. Et c'est des projets qui embarquent beaucoup d'acteurs, puisque du coup il y a une implication très forte des enseignants dans quelque chose qui est très différent de ce qu'ils font habituellement. La fierté évidemment de voir leurs élèves participer à ces projets, et évidemment, et ça c'est très important à noter, une immense fierté pour les parents. Je le vois à notamment les séances d'installation, lorsqu'on remet leur écharpe aux jeunes élus, les sourires, la joie des parents, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Voilà, donc à titre personnel, c'est vrai que les conseils d'enfants, on va dire, génèrent le plus de fierté chez moi, mais le projet qui a généré le plus d'impact, ce sont les rues des enfants, je pense très clairement, puisqu'à la fin de l'année 2025, il y aura environ 150 écoles et crèches qui en bénéficieront, donc c'est quand même assez important. Ça veut dire à peu près 20 000 enfants, du coup, qui vont bénéficier, ou qui bénéficient déjà d'espaces végétalisés, sécurisés, de fresques artistiques, de mobilier urbain,
les familles en profitent, les parents en profitent, on rajoute des assis debout parfois, par exemple si c'est les grands-parents qui ont besoin de s'asseoir, ou même s'il fait chaud, il y a besoin de se poser un petit peu, on a rajouté aussi le mobilier urbain. Bon, bref, on a complètement transformé les abords d'école et de crèche. Les riverains, comme je le disais, en profitent, les habitants du quartier, les passants, même les touristes, pourquoi pas. Tout le monde profite de ces aménagements, et surtout, c'est plus sécurisé. On a lutté contre la pollution puisqu'il y a moins de voitures qui passent devant les écoles, forcément, surtout quand on piétonise, c'est-à-dire qu'on ferme concrètement un tronçon de rue. Voilà. Donc je pense que le projet qui a généré le plus d'impact, ce sont les rues des enfants, assez clairement. Mais celui dont je suis plus fier, c'est plutôt les conseils d'enfants. Et justement, si on en revient à ces conseils d'enfants, est-ce que vous auriez un exemple de projets concrets qui ont été adoptés suite à cette participation des enfants? Parce que je pense que ce qui questionne beaucoup, et d'ailleurs vous en avez parlé, c'est à quel point, une fois qu'on a recueilli leurs paroles, est-ce que des actions concrètes sont réellement mises en place? Excellente question, tout à fait. Alors, pour aller dans le concret, je ne vais pas toutes vous les énumérer, bien sûr, mais voilà, je le disais tout à l'heure, il y a eu une quarantaine de réalisations, donc du coup concrètes depuis le début, donc depuis 2020, par les enfants eux-mêmes. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, des enfants dans un arrondissement avaient réalisé un podcast. D'ailleurs, ça vous intéresserait, je pense particulièrement. Ils avaient réalisé un podcast, du coup, pour sensibiliser les commerçants à la sobriété énergétique. Par exemple, éteindre la lumière la nuit, des choses comme ça. Et en plus du podcast, ils avaient réalisé des flyers qu'ils étaient allés distribuer donc chez les commerçants, et une newsletter sur cette question-là. Voilà, quelques exemples qui me viennent en tête. Par exemple, dans un autre arrondissement, ils avaient créé un jeu de piste pour découvrir le patrimoine de l'arrondissement. Donc ça, c'est vraiment génial. Ils avaient réalisé un livret guide, du coup, justement, sur le patrimoine de l'arrondissement, qui avait été ensuite distribué dans les bibliothèques municipales, les MJC, etc., donc pour tout le monde. Dans un autre arrondissement, ils avaient organisé un concert caritatif, du coup, pour soutenir des actions contre le harcèlement scolaire. Il y a eu l'organisation d'un tournoi sportif solidaire et inclusif aussi. Dans un autre arrondissement, ils avaient réalisé une vidéo sur le compost pour expliquer comment fonctionne le compost. Donc, c'était vraiment faire de la pédagogie qui a été diffusée dans tout l'arrondissement. Ils avaient envoyé un courrier aux écoles sur le harcèlement. Il y a des événements aussi qui ont été organisés par des conseils d'arrondissement d'enfants. Je pense à une grande fête de la solidarité à laquelle j'avais participé. C'était extraordinaire. Les enfants avaient réuni donc des associations. Il y avait une association spécialisée sur le handicap, une association qui vient en aide aux personnes malvoyantes et non-voyantes, une association qui travaillait sur le racisme, sur les discriminations. Et ils avaient organisé donc une fête avec des stands, du coup pour chaque association, un stand avec des dons aussi, des dons pour les personnes sans abri. Et eux-mêmes avaient organisé cet événement. Dans un autre arrondissement, ils avaient organisé une grande fête de quartier. Il y a eu aussi des enfants élus qui ont organisé des ciné-débats. Un ciné-débat sur les questions du harcèlement. On voit d'ailleurs que c'est un thème qui revient souvent. Un autre ciné-débat auquel j'ai assisté, qui était extraordinaire, qui était sur la justice des mineurs. Donc on voit que les enfants peuvent même s'emparer de sujets assez sérieux. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont tout à fait capables, bien sûr, de discuter de choses extrêmement sérieuses et importantes. Voilà, j'ai beaucoup d'autres exemples, si vous voulez, mais bon, voilà quelques-uns. En tout cas, pour résumer, je dirais que moi, de mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est que c'est des projets qui sont déjà variés. On voit qu'il y a des questions de mobilité, les questions de harcèlement, des questions écologiques, des questions de solidarité, et surtout, c'est vraiment des problématiques très locales. C'est vraiment très concret. C'est pas du blabla, des grandes tirades philosophiques ou voilà de discussions théoriques, on va dire. C'est hyper concret, hyper sérieux. Ça a un impact vraiment sur le quotidien. Et je pense qu'il faut s'inspirer souvent de ce que proposent les enfants. Bien sûr. Et une fois l'expérience passée, quels sont les retours des enfants vis-à-vis de cette participation au conseil? Alors, leurs retours, ils sont super positifs, puisque du coup, je l'évoquais pour les fresques artistiques, mais pour les conseils, c'est pareil. Nous, on voit bien que lorsqu'ils nous présentent, du coup, parce qu'à chaque fois, il y a une présentation publique de ce qu'ils ont fait. C'est la redevabilité aussi. Ce sont des jeunes élus. Donc, ils présentent en public, souvent dans les mairies d'arrondissement, tout ce qu'ils ont fait pendant leur mandat. Eh bien, on ressent beaucoup de fierté quand on les interroge, c'est ce qu'ils nous disent. Ils sont très fiers d'avoir organisé une récolte de dons pour les personnes sans abri, d'avoir organisé une fête de quartier, d'avoir permis l'installation d'un rack à vélo devant leur école. En fait, ce qui est très intéressant à voir, c'est que d'une part, donc ils arrivent déjà assez rapidement à comprendre qu'ils sont pas les élus de leur école. Ils représentent pas uniquement les enfants de leur classe. Ce sont pas du tout des délégués de classe. Au début, c'est pas toujours facile.
forcément, pour un enfant de 8-9 ans, de comprendre ça, que de se projeter à l'échelle de l'arrondissement. Mais en fait, très vite, ils comprennent qu'ils représentent tous les enfants du quartier, de l'arrondissement, et que donc, du coup, ils sont leur porte-parole, et ils sont bien sûr censés, du coup, représenter leurs besoins, aller venir nous interpeller, nous, les adultes, ou en tout cas, monter des projets qui répondent à des besoins dont les autres enfants leur ont fait part. Ils sont vraiment les porte-parole, et ils sont très fiers, justement, de s'investir pour l'intérêt général. Ça, c'est pareil, donc ils le comprennent très vite. C'est que du coup, ils s'investissent pas du tout pour eux-mêmes. Ils s'investissent pas du coup pour défendre les enfants de leur classe. Ils sont vraiment dans des projets d'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que certains enfants ressentent même plus de fierté encore que d'autres adultes et sont vraiment investis avec une grande sincérité. C'est vraiment quelque chose à noter. Beaucoup de sincérité et d'honnêteté. Et c'est vraiment des moments, en tout cas, quand ils vont présenter leur projet, qui moi, personnellement, me font chaud au cœur. Pareillement, de mon côté, en effet, je pense que c'est essentiel de placer la participation des enfants au cœur de cette stratégie des villes à hauteur d'enfants. Il y a de nombreuses associations qui font des choses extraordinaires à ce sujet-là. Je pense notamment à l'ANACEJ, oui. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient creuser ce sujet. C'est quelque chose, voilà, qui est en train, heureusement, de prendre de l'ampleur petit à petit dans notre société. J'aimerais vous poser une dernière question. Quelle a été, selon vous, l'impact global de cette politique de la ville des enfants sur la vie des jeunes Lyonnais, mais aussi des autres habitants? En quoi est-ce que elle a enrichi globalement l'ensemble des Lyonnais? Alors, déjà, comme je le disais, très concrètement, les aménagements, donc les aménagements ville des enfants, on va dire labellisés ville des enfants entre guillemets, du coup, dans l'espace public, bien sûr, bénéficient à tout le monde. Comme je disais, donc il y a déjà bientôt autour de 20 000 enfants qui pourront du coup arriver à l'école dans un espace sécurisé, rafraîchi et convivial. Donc ça, tous les habitants en profitent bien sûr. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on va commencer à sécuriser des abords d'aires de jeu. Et d'ailleurs, j'espère, c'est un souhait que j'ai, que mes successeurs s'attaqueront ensuite aux abords des autres établissements, il n'y a que des enfants, comme les bibliothèques municipales, les MJC, les clubs sportifs par exemple. Donc tous ces aménagements dans l'espace public, bien sûr, bénéficient à tout le monde. En premier lieu aux piétons, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, mais bien sûr à tout le monde, puisque du coup, la ville devient plus vivante, plus agréable à vivre, et c'est plus facile et plus agréable, bien sûr, de se déplacer lorsque les trottoirs sont plus larges et qu'on est dans des espaces sécurisés. Après, je dirais que c'est aussi les jeunes Lyonnais en profitent parce qu'ils ont désormais donc des interlocuteurs directs, puisqu'ils ont leurs propres représentants. Donc ça, c'est par rapport aux jeunes Lyonnais pour dire à quel point tous les jeunes Lyonnais peuvent en bénéficier. Donc c'est qu'ils ont des personnes à qui s'adresser, donc leurs homologues, donc pas leurs homologues, mais du coup leurs camarades de classe ou leurs camarades de quartier qui les rencontrent, qui sont élus, et ils peuvent leur faire remonter des choses qui vont pas. Donc c'est aussi quand même une avancée, on va dire, pour la démocratie représentative, qui a encore son mot à dire. Ensuite, donc par rapport à l'ensemble des habitants, l'impact est quand même important de manière générale aussi parce que on va enrichir vraiment le dialogue. Donc du coup, on va dire, et c'est comme je le disais, pour moi, clairement, la ville des enfants, ça participe d'un renouveau de la démocratie et ça donne un second souffle, on va dire, à des échanges, tout ce qui est participation, concertation, etc. On embarque des nouveaux acteurs et vraiment tout le monde en bénéficie, ça enrichit le dialogue, puisque les enfants, comme vous le savez aussi bien que moi, j'imagine Stéphanie, eh bien ils ont des idées clairement plus créatives, plus originales, plus modernes, et ils ont beaucoup moins de barrières mentales que les adultes, clairement, ils ont moins de freins, et contrairement à ce qu'on peut croire, ils ont tout à fait le sens des réalités, ils savent très bien que certaines choses sont possibles, d'autres ne sont pas possibles, mais on a tout intérêt à s'inspirer de leurs idées, et si on peut pas faire concrètement ce qu'ils demandent, au moins s'inspirer, essayer de comprendre leurs besoins. On devrait tous le faire, ça j'en suis convaincu. Et j'en suis tout de même également convaincue. Merci infiniment Tristan. J'aimerais vous poser cette question rituelle que je pose à tous mes invités. Vous savez, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Je leur souhaite d'avoir une enfance heureuse, tout simplement. Super. Et merci infiniment Tristan et bravo pour ce travail qui, je suis certaine, est une source d'inspiration immense pour un grand nombre d'acteurs qui s'investissent pour l'enfance, et on a besoin de personnalités comme vous qui s'engagent pour l'enfance. Merci beaucoup Stéphanie, merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify.
Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.